qu'à cette audience, il y a des parties civiles qui ont été entendues, qui représentent des victimes qui sont décédées. Mais pourquoi personne n'est venu, aucun des héritiers de celui qui est prétendument décédé n'est venu le représenter ici, Monsieur le Président? Pourquoi? Donc, il s'agit là autant d'éléments qui vous permettra de passer outre ces procès-verbaux. Monsieur le Président, j'ai suivi et je n'en revenais pas lorsqu'un confrère vous demandait de n'accorder aucune circonstance atténuante et trouvait même que la peine maximale prévue par le Code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité, serait même insuffisante. Ses confrères, certainement, est un partisan de la peine de mort. Certainement, ses confrères, en tant que militants de la peine de mort, veut même que vous appliquiez la peine de mort sans aucune base légale. Mais, Monsieur le Président, nous sommes dans le procès pénal. Dans le procès pénal, les rôles sont bien répartis. La partie civile ne peut solliciter que la réparation des préjudices résultant de la commission de l'infraction, ne peut demander que l'allocation des dommages et intérêts. La partie civile n'est pas là pour requérir la réquisition de la peine applicable et du ressort du ministère public, Monsieur le Président. Donc, je suis convaincu que ses confrères est allé trop loin et il s'est adjugé un rôle qui n'est pas le sien. Monsieur le Président, vous comprendrez aussi qu'il y a eu d'autres confrères qui sont intervenus et qui, après s'être servis des déclarations de mon commandant, de son déballage, de sa sincérité, Monsieur le Président, il y a des confrères qui sont allés plus loin en disant qu'il s'agit d'une fausse sincérité, qui sont allés plus loin en disant que mon commandant est intelligent, comme si la sincérité, comme si l'intelligence pouvait servir d'épreuve. Monsieur le Président, il y a quand même dans les rangs de nos confrères des partis civils d'autres qui ont reconnu que mon commandant a fait une contribution remarquable et que si beaucoup de choses ont été sues dans ces procès, que c'est grâce à cette contribution. Il est allé, et là, je lui rends hommage, jusqu'à reconnaître que si c'est mon commandant qui était le président de la République, qu'on n'aurait pas connu le 28 septembre. Monsieur le Président, vous
voyez que parmi toujours les confrères de la partie, des partis civils, alors il y a un qui a relevé le sens de la compassion que mon commandant a eu ici à l'ouverture de ces procès, disons à l'occasion de la prise de parole ici, quand il était question pour lui de donner sa version des faits. Donc, ce confrère-là l'a relevé. C'est un confrère étranger. Et, Monsieur le Président, cela même prouve le caractère international de ces procès. Parce que des confrères étrangers ont plaidé ici. Et tout cela en l'honneur de la République de Guinée. Le même confrère étranger a poursuivi en vous demandant de rendre la justice qui honore la justice et les victimes et de condamner les responsables. Monsieur le Président, je suis d'accord avec ses confrères que vous devez rendre justice. La justice, pas qui honore que les victimes, mais la justice qui honore toutes les parties à ces procès, parce que vous êtes là pour toutes les parties et non pour une partie des parties à ces procès. Monsieur le Président, comme vous le voyez, on s'attaque, et à tort, à l'intelligence de mon commandant, comme si l'intelligence pouvait être un problème. Monsieur le Président, n'est-ce pas, c'est l'intelligence qui nous diffère des animaux. Le fait d'avoir une intelligence, on ne doit pas incriminer cela comme un élément de preuve. Ses confrères oublient, Monsieur le Président, que mon commandant est un brillant universitaire. Ils oublient qu'il a occupé des postes de responsabilité. Il a été toujours chef médecin dans sa carrière avant qu'il ne connaisse ces tristes jours, Monsieur le Président. Donc, l'apanage de l'intelligence, ce n'est pas seulement du côté des avocats. On peut trouver l'intelligence partout et l'intelligence ne saurait être un élément de culpabilité. Vous voyez les difficultés qui sont celles de nos confrères, des difficultés qui les amènent à s'intéresser à des petits détails, des détails qui n'ont rien à voir avec l'existence des faits, qui n'ont rien à voir, Monsieur le Président, avec l'imputabilité des faits, dont la charge de la preuve leur incombe. Comprenez ces difficultés et c'est bien cela. Et vous avez compris qu'on est même allé d'imagination en imagination, de supposition en supposition et d'induction en induction. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à imaginer même une battue prétendument organisée, comme si on était à la chasse. Voyez-vous qu'il y avait eu tellement d'imagination qu'on s'est retrouvé dans des véritables contes dignes des fables de La Fontaine, Monsieur le Président. Est-ce que vous, en tant que magistrat criminel, allez-vous accepter sur la base des contes d'entrer en condamnation, des faits imaginaires, des faits dont la preuve n'a pas été administrée?
J'ai dit non, vous ne le ferez pas. Il y a un autre confrère qui nous a pris ici 2 heures de temps. 2 heures de temps, Monsieur le Président, en train de nous lire rien que des procès-verbaux des victimes. Comme si ces procès-verbaux se suffisaient comme preuve. Monsieur le Président, or, ce confrère sait très bien qu'il a la charge de la preuve des déclarations contenues dans ces procès-verbaux dont il nous a donné lecture ici de façon fastidieuse. Monsieur le Président, si cela avait un sens, si les déclarations des victimes étaient suffisantes, est-ce que les enquêtes auraient eu un sens? C'est pourquoi, d'abord, vous avez les déclarations des victimes. Quand on est victime, on fait des déclarations. On le fait à chaud. Mais ces déclarations-là doivent être prouvées. C'est pourquoi la procédure pénale comprend 3 phases. La phase des enquêtes, où on vérifie les déclarations de la victime et à la victime d'apporter la preuve de ces déclarations. Et après la phase des enquêtes, vous avez celle de l'instruction. Alors, où il va être encore question d'investigation, mais beaucoup plus approfondie. Toujours à la recherche des preuves. Parce que, comme quelqu'un le disait, le procès pénal est un débat de preuves. Celui qui accuse doit pouvoir rapporter la preuve de son accusation. Et ensuite vient la dernière phase, c'est la phase de l'instruction définitive qui se mène devant vous ici. Et à cette phase, il va être question de discuter des preuves qui ont été rapportées par les poursuivants, le ministère public, le poursuivant principal, la partie civile, Monsieur le Président, qui poursuit aussi, mais à titre accessoire, afin d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'infraction. Donc, c'est ce débat de preuves qui se poursuit ici, en application de l'article 497, qui prévoit que les éléments de preuve doivent être discutés, apportés ici et discutés contradictoirement. Mais on ne doit pas se contenter de revenir devant vous ici sur les déclarations qui ont été faites et qui ne sont étayées d'aucune preuve, Monsieur le Président. Donc, qu'il vous plaise de relever que cette démarche n'est pas du tout compatible avec le procès pénal qui est un débat de preuves. Heureusement qu'en tant que magistrat aguerri, vous le savez mieux que nous. Monsieur le Président, il y a un autre confrère qui a passé tout son temps à construire des hypothèses sur la base de si, du début jusqu'à la fin, contre mon commandant, comme si, en procédant ainsi, cela pouvait être un élément de preuve. Non, Monsieur le Président, on n'est pas là
pour vous fatiguer avec des hypothèses. On est là pour pouvoir discuter des éléments de preuve, des éléments de preuve matériels, des éléments de preuve indiscutables, objectifs, constatables. À défaut, Monsieur le Président, vous le savez mieux que nous, vous vous abstiendrez d'entrer en condamnation. Et vous le savez qu'à cette phase, ce qui est exigé, ce sont des certitudes et non des probabilités. Or, les hypothèses sont fondées sur des probabilités, Monsieur le Président. D'ailleurs, à propos, il y a des jurisprudences constantes. Lorsque la culpabilité est probable, parce que les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier. Arrêt de la Chambre criminelle de 1960, publié dans le bulletin criminel numéro 339. Il s'agit là d'une jurisprudence constante, d'une jurisprudence vieille, d'une jurisprudence, Monsieur le Président, qui n'a pas bougé et dont les lignes sont restées intactes